Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina à la une de l'actualité ce soir. Une première pour le Burkina qui se tient à des milliers de kilomètres. Le Forum économique des hommes d'affaires turcs et burkinabés marque le début d'une série de partenariats qui devraient toucher plusieurs secteurs. À Istanbul, le président du Faso a rassuré quant à l'accompagnement politique de l'initiative. L'économie tourne-t-elle au ralenti au Faso? Certains usagers des services des finances commencent à perdre patience à force d'entendre le même refrain depuis plusieurs semaines. Il n'y a pas de réseau. Mais où est-il donc passé ce réseau? Une équipe de reportage a pris son bâton de pèlerin ce 10 avril. Constat à suivre dans quelques instants. Eux n'ont pas la capacité de retrouver les réseaux, mais le feu, ils en connaissent un rayon. C'est même l'élément qui les définit. Les Lewara ou panthères sont localisés dans le Kénédougou. Depuis près de 50 ans, ils respectent une tradition, gage de maintien de leur pouvoir qu'ils mettent au service de la paix. Un reportage inédit à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Le premier forum économique qui réunit hommes d'affaires turcs et burkinabés s'est tenu aujourd'hui à Istanbul. Le président du Faso en visite en Turquie a présidé ce rendez-vous qui marque le début d'un partenariat. On en sait plus avec notre envoyé spécial Godefroy Bazier. À côté de la diplomatie des affaires étrangères, les opérateurs économiques burkinabés entendent établir une diplomatie des affaires économiques. C'est dans ce sens que se situe ce mini-forum des hommes d'affaires burkinabés et turcs. Lorsque l'occasion nous est donnée, comme cette visite officielle donc, de son Excellence du chef d'État, nous profitons au maximum pour parler au monde économique. Nous profitons au maximum pour mettre en relation nos hommes d'affaires burkinabés avec les hommes d'affaires des différents pays. Plus d'une centaine d'hommes d'affaires turcs ont fait le déplacement du forum d'Istanbul qui se veut une occasion de prise de contact. Dans ce sens, les opportunités d'investissement ont été présentées. Vous avez vu, il y a plein d'hommes d'affaires, des entreprises turcs qui sont intéressés pour investir au Burkina Faso. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà installées et il y a des projets en gestation. Les opportunités d'investissement et de coopération économique entre l'Afrique et cette partie du monde, à cheval entre l'Asie et l'Europe, sont réelles et des passerelles peuvent être établies. La Turquie est un pays qui est situé entre l'Europe et l'Asie et avec une économie très avancée et qui ressemble beaucoup aux économies africaines. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, en prenant la parole à la tribune de ce forum, a tenu à rassurer l'assistance sur les engagements au plus haut sommet des deux États. Restons encore en Turquie où le président du Faso a sacrifié à la tradition. Roch Marc Christian Kaboré a nourri des échanges avec la diaspora vivant dans ce pays. On estime à près de 500 personnes les compatriotes qui y vivent, une diaspora essentiellement constituée d'étudiants et d'ouvriers. Le point des échanges toujours avec Godefroy Bazier. Une habitude qui est devenue presque une obligation pour le président du Faso. En rencontrant ses compatriotes vivant en Turquie, Roch Marc Christian Kaboré s'est fait porteur d'informations sur la vie du pays. On estime la communauté à quelques 600 Burkinabés vivant dans ce pays, dont près de 200 étudiants. Les Burkinabés établis en Turquie travaillent principalement dans les fabriques et dans le commerce. Au président du Faso, ils ont fait part des difficultés qu'ils rencontrent dans leur pays d'accueil. Il faut noter qu'il y a un problème sérieux de manque de carte de résidence. Et le fait qu'ils n'ont pas de carte de résidence, cela engendre automatiquement le fait qu'ils ne peuvent pas accéder aux hôpitaux ou bien bénéficier des services sociaux de base. Donc c'est ce qui fait que c'est un problème fondamental pour notre communauté. En plus de cela, il faut dire que quand il y a une violation de la réglementation du passeport à l'aéroport, nous avons remarqué que notre communauté paie plus cher que les autres communautés. Donc nous avons estimé que ces problèmes peuvent être résolus dans des conventions avec les autorités turques. Le président du Faso a exposé la situation du pays au plan politique, économique, social et sécuritaire.
Le chef de l'État entame ce mercredi la deuxième partie de sa visite d'amitié et de travail en Turquie. Rockmark Christian Kaboré est arrivé cet après-midi à Ankara où il a été accueilli, vous le verrez sur les images, par les autorités du pays. Dans la capitale cosmopolite de la Turquie, le président du Faso va retrouver son homologue pour un dîner prévu ce soir. À présent, un chiffre, ou plutôt un montant, 75 milliards de francs CFA, il est recherché par le gouvernement burkinabé pour financer les projets de développement du PNDES, ce qui justifie la cérémonie de ce 10 avril. Le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement a lancé un emprunt obligataire par appel public à l'épargne. Chaque obligation est vendue à 10 000 francs CFA avec un taux d'intérêt de 6,50%. Yacouba Gamene, Momoni Soubega. 75 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'État burkinabé recherche à travers le lancement de cet emprunt obligataire dénommé emprunt obligataire TPBF 6,50% 2019-2027. L'opération vise à mobiliser des ressources complémentaires pour l'exécution de la loi des finances 2019. Il y aura encore une autre émission, peut-être d'ici juillet-septembre, pour en tout cas contribuer à combler les déficits budgétaires. Ce déficit se justifie donc par les investissements à financer donc dans le cadre du PNDS et nous recherchons les ressources pour que le PNDS puisse en tout cas s'exécuter normalement. 7 500 000 obligations sont mises sur le marché boursier de l'UEMOA et c'est Coris Bourse qui est mandaté pour assurer la conduite de l'opération avec 3 autres sociétés boursières. Nous allons solliciter aussi bien sur le plan national que sur le plan sous-régional et même au-delà du Burkina, tout type d'investisseurs. Il s'agit des particuliers, des institutionnels, des banques, les sociétés d'assurance, en tout cas toute personne qui a une capacité donc, de placer sa confiance au Burkina Faso, donc en mettant à disposition ses ressources pour accompagner le développement du pays. Le prix de vente de l'obligation est de 10 000 francs CFA. La périodicité du remboursement est semestrielle. Les inscriptions commencent aujourd'hui et s'achèvent le 30 avril prochain. Mais où est donc passé le réseau dans les services des finances publiques? Face à l'impossibilité de s'acquitter de leurs devoirs, des usagers sont nombreux à se poser la question tout en commençant à perdre patience. La situation suscite débat au sein de l'opinion publique et ce vendredi, une équipe de la télévision du Burkina s'est rendue à la direction du centre des impôts Ouaga 5. Suivez ce constat. Il est de Adama Giti avec Tanga Kafando. Direction du centre des impôts Ouaga 5. Il est 10h30. Accès interdit à la presse sans autorisation express. L'affluence est faible. Tout tourne au ralenti. Et la raison évoquée, le réseau. Ça me fait bientôt 3 semaines. J'ai fait des va et des viens. Il se pose toujours un problème de réseau. Il est impossible d'avoir droit au service des impôts. Parce qu'il se pose un problème à leur niveau, le problème de réseau. Et c'est vraiment très dommage. Autre usager, autre témoignage. Notre interviewé, cette fois-ci, veut bien parler, mais demande l'anonymat par peur de représailles. Il nous parle d'un autre cas, un dépôt sans paiement. C'est venu pour payer IRF et puis ITS. Et puis, il était dans la source que c'est venu pour payer. Bon, on trouve que bon, il n'y a pas de réseau, donc il faut faire un récit sans paiement. Donc on est venu faire vous donner la déclaration pour prendre le récit sans paiement. Le récit sans paiement, ça veut dire que tu donnes ta déclaration, on te délivre une quittance pour dire que tu as déposé, mais tu n'as pas payé. Pour te permettre d'éviter la pénalité. C'est une manière aussi de manifester quoi, l'immécontentement vis-à-vis de l'État. Voilà, c'est ça la vraie raison quoi. Vraiment, c'est une situation que tout le monde déplore. En tout cas, on souhaite qu'il y ait un terrain d'entente entre l'État et puis les gars des impôts pour que tout le monde puisse être à l'aise dans le travail. Quoi. Mais où est donc passé le fameux réseau? La question, nous l'avons posée à des agents sur place, des agents qui refusent de s'exprimer et qui nous renvoient tout simplement à la hiérarchie. En attendant la réaction de la hiérarchie, les usagers, eux, sont entre plainte et incompréhension. L'État, lui, perd des millions, des milliards, mais dans le silence.
Eux ont choisi de briser le silence ce jeudi. La coalition des syndicats et associations des transporteurs routiers du Burkina a convié la presse pour livrer sa version des faits suite à la crise qui secoue le secteur. Il en ressort que les mouvements d'humeur qui créent bien de désagréments est dû à une question de leadership. La coalition des syndicats et associations des transporteurs routiers dit être favorable à la mise en place d'une fêtière qui va du reste mieux organiser leur secteur d'activité. Et c'est le choix porté sur son président qui pose problème. Compte rendu, Césaire Cafo avec Nathalie Sawadoro. Suite au mouvement d'humeur de certains chauffeurs routiers, la coalition des syndicats et associations des transporteurs routiers du Burkina sort de son silence. Face à la presse, la coalition apporte des éclairages sur la crise qui divise le secteur. Nous ne détestons pas M. Maïga. C'est sa façon de gérer que nous décrions. M. Maïga a rendu nos activités très compliquées. Nos souffrances avec nos différents responsables sont l'œuvre de M. Maïga. Il a monopolisé les frais à ses propres intérêts, qui devraient être partagés pour que tous les transporteurs bénéficient. Les sites aurifères, hydrocarbures, il est le seul qui a monopolisé ça. Mais à la question de savoir pourquoi leur patron reste sous silence face à la situation, voici leur réponse. Les patrons ont peur de commencer. Parce que si ça marche, voilà. Si ça ne marche pas, ils savent ce qui les attend. Pour la coalition des syndicats et associations de transporteurs routiers du Burkina, pas question de travailler avec Issouf Maïga s'il est porté à la tête de la fêtière. Il menace d'observer un arrêt de travail illimité. Vive émotion au deuxième jour des auditions des victimes du putsch de septembre 2015. Une trentaine de personnes étaient à la barre ce mercredi. Tous ont un point commun, les séquelles des violences subies qui les hantent 4 ans après. Compte rendu avec Zoubaviel David Dabiré. Plusieurs mésaventures vécues lors du putsch sont comptées à la barre ce matin. Nous sommes au deuxième jour de l'audition des parties civiles. Dans l'après-midi du 16 septembre 2015, alors qu'il était à son poste de garde, le soldat sapeur-pompier Ousmane Paré dit avoir reçu un appel. Au bout du fil, son interlocuteur l'informe de ce qu'un homme atteint d'une balle vers la place de la Nation attend une évacuation. Très vite, son équipe se mobilise, prend une ambulance et se met en route. Elle croise quelques barricades érigées et des militaires de l'ex-RSPI. Toujours selon sa version, les militaires du RSP les auraient même aidés à lever les barricades. Mais au moment où l'ambulance s'apprêtait à poursuivre son chemin, l'impensable se produit. Ils ont tiré sur nous, j'ai reçu une balle à l'épaule gauche, relate le soldat du feu. Le récit glace l'assistance. Pour s'assurer que ce n'est pas une erreur, le parquet militaire interroge, c'est une balle perdue ou un tir à bout portant sur des frais d'armes. La victime se veut formelle, c'est un tir à bout portant. De quoi susciter la colère des avocats des parties civiles, je cite, « Ils ont donc osé tirer sur une ambulance ?» C'est la preuve que les éléments du RSP étaient mus par une volonté de nuire, de détruire et de tuer. À la suite de la déposition du soldat sapeur-pompier, un autre témoignage aura retenu l'attention de l'assistance. Celle de l'officier de police Yacouba Manli, agent de sécurité en poste au domicile de Salifou Diallo au moment des faits. Il dit avoir subi la furie des éléments de l'ex-RSP venus en renfort à des jeunes pyromanes. Ils m'ont copieusement battu avant de me mettre dans un pick-up et m'embarquer pour la présence du Faso. J'étais ensanglanté, mais j'ai pu reconnaître mes bourreaux. Ce sont le soldat Adama Kabouré et le caporal Soumaïla Djessongo, explique la victime, qui dit devoir sa survie à l'adjudant Adjuma Kambou et surtout au colonel-major Bourema Kéré qui a instruit sa prise en charge à l'infirmerie de la présidence. Tous sont appelés à la barre. Le colonel-major Kéré et l'adjudant Kambou reconnaissent les faits. Le soldat Kabouré et le caporal Djessongo disent avoir conduit l'officier de police à la présidence du Faso sans l'avoir battu. La raison est tout autre selon leurs explications. On a même cru que c'était un terroriste, donc on devait l'amener, mais on ne l'a pas tabassé, maintient le caporal Djessongo, qui demande au tribunal de condamner Yacouba Manli pour détention d'armes au moment des faits. Ces propos suscitent indignation et rire dans la salle. C'est la fin de l'audition des parties civiles. L'audience reprend le jeudi 18 avril 2019 à 9h au tribunal militaire avec le début des plaidoiries des avocats des parties civiles.
L'arsenal judiciaire au centre de la circulation des armes légères dans l'espace CEDEAO. Ouagadougou abrite une session qui réunit des experts de la sous-région sur le phénomène. L'insécurité grandissante sous-tend cette rencontre qui devrait aider à maîtriser la circulation de ces armes dans l'espace communautaire. Jean-Yves Bayala et Maxime Zongo pour les précisions. Depuis quelques années, les pays membres de la région du Sahel sont confrontés à d'innombrables problèmes sécuritaires. Face à cette situation qui se dégrade, les États membres de l'espace se sont engagés à repenser le système. Parvenir à un contrôle de cette circulation est un objectif que nous sommes fixés, qui a donc conduit à l'adoption de cette convention sur la circulation des armes légères. Mais le but n'est pas d'entraver quand même l'action des États en ce qui concerne la défense, la sécurité des personnes et des biens. Si la convention de la CEDEAO a permis d'obtenir des résultats significatifs, sa mise en œuvre, elle, ne s'est pas faite sans difficulté, d'où la nécessité de renforcer les capacités des principaux acteurs. Aujourd'hui, nous sommes venus pour discuter, pour informer et former, donc dire ce qui se passe, qu'est-ce que la CEDEAO est en train de mettre en place pour aider les États membres. Compte tenu du contexte d'insécurité dans notre région depuis les années 90, il était normal que la CEDEAO essaie de former les acteurs des pays particulièrement vulnérables sur la connaissance de l'instrument juridique et afin de renforcer la capacité des acteurs dans la lutte contre la prolifération des armes légères. Cette formation permettra ainsi de mieux appréhender le fonctionnement de la Convention dans toutes ses exigences, mais également dans ses fonctionnalités, notamment les dérogations prévues en la matière. Objectif, parvenir à plus de transparence et d'efficacité dans la gestion des armes. Dans la suite de ce journal, cap sur Zignaré, dans l'Obritenga, où le ministre de l'Habitat était en visite. L'objectif pour Maurice Bonané était de constater l'évolution des constructions de logements sociaux et économiques. Dans le cadre du projet de 40 000 logements, 50 de type F3 et F4 sont en construction dans la capitale de la région du Plateau central. Carnet de route signé Sie Lassina Ouattara avec Tanga Kafando. Le ministre Maurice Dieudonné Bonané sur les traces des logements sociaux et économiques. Nous sommes à Zignaré sur ce chantier où doivent pousser 50 logements de type F3 et F4, un chantier qui s'inscrit dans le cadre des 40 000 logements du ministère de l'Habitat. Ce programme s'étend sur tous les territoires nationaux. Nous avons prévu des logements dans les chefs-lieux de région, nous avons prévu des logements dans les chefs-lieux de province et des logements dans les chefs-lieux de communes rurales. Parce que comme vous le constatez, l'offre en logement est très faible. La demande est forte. Vous avez tous ces enseignants, tous ces agents de santé, tous ces cadres de l'administration qui évoluent dans ces localités-là sans un minimum de confort. Donc le programme va aider non seulement à résoudre cette question, mais va aider également à la baisse des loyers. Ces logements sont réalisés par l'agence immobilière Zotimsom et pour la promotrice, ils seront prêts avant le délai imparti. J'ai été attributeur de 50 logements dans la commune de Zignaré, 30 logements F3 et 20 logements F4. Le délai d'exécution est de 6 mois. Nous sommes déjà en avance avec les 25 villas déjà réalisées. Pour le ministre Bonané, au-delà des 40 000 logements, le département de l'habitat entrevoit la restructuration des quartiers précaires avec comme point de départ la zone de Nagrin à la sortie sud de Ouagadougou. On en vient au dossier de ce journal qui nous conduit à Niaberla, village de la commune rurale de Morolaba, dans le Kénédougou, région des Hauts-Bassins. Je vous invite à vous plonger dans une tradition respectée dans cette partie du Burkina depuis plusieurs décennies. Le Ouara est une fête coutumière qui rappelle l'appartenance des initiés à la panthère. Cet animal aurait donné le pouvoir à leurs ancêtres de maîtriser le feu et pas que. La suite avec Moussa Tamboura et Moussa Sano. Niamberla, village de la commune rurale de Morolaba dans le Kénédougou. Tradition respectée. Cette année encore,
le village célèbre une de ses fêtes coutumières, le Wara qui signifie en français la panthère. Ces jeunes torse nus sont les Waranikaladiens ou les fils de la panthère. Après des moments passés en brousse, ils sillonnent les villages pour rendre hommage à certains notables, mais aussi à certains lieux sacrés. Les voici ici chez le chef du village. Si vous voyez que cette tradition est arrivée ici à Nyamberla, c'était pour permettre à ce village d'exister, de faire notamment face à la famine. Outre ce phénomène, cette tradition apporte des réponses à d'autres préoccupations des populations. Il s'agit par exemple de la lutte contre l'insécurité. Dans le passé, cette question était un souci majeur, car des animaux sauvages ou des sorciers rendaient la vie difficile aux populations. Le village de Nyambela célèbre cette fête du Wara depuis plusieurs décennies maintenant. Selon des sources, cette célébration est le fait d'un chasseur d'oiseaux. L'un des gardiens de cette tradition aujourd'hui à Nyambela, le voici. Notre ancêtre, Ndozo, était allé à la chasse dans la brousse. C'est là qu'il a rencontré des génies qui possédaient un fétiche appelé Wara. Il leur a émis le vœu d'en posséder aussi. Les génies ont demandé à notre ancêtre le Dozo s'il allait pouvoir respecter la tradition qui entoure ces fétiches. Il a dit oui. Et c'est ainsi que les génies lui ont donné le Wara. Et depuis lors, c'est cette tradition de ces fétiches que nous perpétuons d'année en année ici à Nyamberla. Cette année, ils sont près d'une centaine de Waranikaladiens. Ils ont entre 25 et 35 ans. Leur savoir-faire, notamment en matière de maîtrise du feu, rappelle à certains adeptes de cette culture un passé glorieux. Notre temps, nous étions aussi faits comme ils fonçaient. C'était la même chose, mais ils ont plus beaucoup que nous. Ils ont les courris maintenant. Nous n'avons pas de courris. Pour attasser là, on n'avait rien. Bon, ils avaient maintenant les courris là attassés. Donc maintenant, on dirait c'est modifié maintenant sur leur temps. Ça fait 45 ans que je suis dans cette tradition du Wara. Chaque fois qu'il y a une telle cérémonie dans un village, je suis présent. Malgré mon attachement à l'islam, je ne peux négliger cette culture bambara. Aujourd'hui, je suis à Nyamberla pour assister à ce rituel qu'on ne doit au grand jamais laisser tomber. Et face au défi des temps nouveaux, les garants de la tradition à Nyambela restent formels. Notre héritage et notre salut, c'est dans la culture bambara. Quand tu nais et que tu trouves tes parents dans une pratique, si tu veux faire autre chose, il ne faudrait pas chercher à détruire pour eux. Si vous voyez aujourd'hui que l'Afrique noire est en retard sur plusieurs plans, c'est en partie parce que nous avons négligé nos pratiques ancestrales. Nous, les gens de Nyamberla, notre héritage, c'est dans la culture bambara. Il ne faudrait pas que l'on se trompe sur cette question. Un sentiment bien partagé par beaucoup d'habitants de Nyamberla, où le Wara est encore considéré aujourd'hui comme la manifestation culturelle la plus populaire. Actualité hors de chez nous, au Soudan, cela fait maintenant 4 mois que des manifestations populaires se tiennent régulièrement contre le régime en place. Dimanche dernier, à Khartoum, des milliers de manifestants ont appelé l'armée à les soutenir dans leur opposition au président Omar el-Béchir. La veille, des milliers de Soudanais ont tenu le plus grand rassemblement jamais organisé depuis le début de la contestation en décembre dernier, certains parvenant même à atteindre le QG de l'armée. Au Soudan, le long règne d'Omar el-Béchir touche-t-il à sa fin? Voilà 30 ans que le général devenu président dirige le pays d'une main de fer, mais son autorité est contestée en interne et cela se traduit depuis 4 mois par des manifestations populaires. Au départ, il n'était que quelques centaines à défiler dans les rues. Depuis, la foule n'a cessé de grossir.
Les manifestations depuis le début portent sur la corruption qui touche le régime, sur les malversations dans la gestion économique et sur la brutalité du régime El-Béchir, sur la répression et les violences dans les provinces du Darfour, du Sud Kordofan et du Nil bleu. La contestation ne se limite pas aux questions économiques. Elle vise un régime tyrannique que les Soudanais cherchent désespérément à renverser. Ce mardi, pour la 4e journée consécutive, les manifestants étaient réunis devant le QG de l'armée. Que vont faire les militaires? Organiser la répression des manifestants ou au contraire rallier le mouvement de contestation? Signe que les choses bougent. Plusieurs ambassades occidentales à Khartoum ont diffusé ce mardi un communiqué appelant les autorités à envisager, je cite, un plan de transition crédible. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.